Comme chaque jour de la semaine, Marvin, jeune boxeur de talent, se trouve à la salle de sport de son quartier, où il s'entraîne pendant des heures avec assiduité. Il cognait avec une certaine rage le sac de frappe lorsque son manager Clarence fit irruption dans la salle. « Alors comment ça va, champion? Ça cogne dur à ce que je vois. » Sans s'arrêter pour autant, le jeune athlète vint à lui répondre. « Dis-moi que tu m'apportes une bonne nouvelle aujourd'hui. » En effet, j'ai 2 choses à t'annoncer. Une bonne et une mauvaise, à vrai dire. Commence par la mauvaise, tu veux. Ton combat contre le Russe a été annulé. Marvin stoppa ses enchaînements. Et quelle est la raison cette fois-ci? Il refuse de combattre un amateur. D'après son équipe et de ce que j'en ai déduit, le risque serait trop grand pour sa carrière. Il vient tout juste de grimper dans les classements, et il ne veut en aucun cas perdre sa position. Il a peur de moi, si je comprends bien. Sûrement. Après avoir maté les vidéos de tes précédents combats, il a dû faire dans sa culotte. Déçu, il envoya un énorme crochet sur le punching ball. Allons, du calme, mon pote, du calme. N'oublie pas qu'il y a une bonne nouvelle aussi. Je la connais d'avance. Tu vas encore m'organiser un combat de rue avec des sans-abri? Pas cette fois-ci, champion. Je t'ai dégoté grâce à mes talents de débrouillard professionnel une rencontre assez spéciale. Le jeune homme le regardait avec des traits d'étonnement. Quel genre de rencontre? Du genre qui rapporte gros. Alors accouche, je t'écoute. Un sourire malicieux s'inscrivit sur le visage du manager. Ces derniers jours, j'ai fait la rencontre d'un type ultra sérieux, qui organise à la demande de riches clients un genre de spectacle qui sort un peu de l'ordinaire. Spectacle? Je suis boxeur, je t'en le rappelle, pas comédien. Laisse-moi finir. Ce gars dont je viens de te parler est prêt à débourser 5000 billets pour divertir sa clientèle fortunée. 5000? Ça fait une belle somme à se partager. Répondit le boxeur qui semblait sur le coup fortement intéressé. Non, tu n'y es pas du tout. Je te parle de 5000 billets chacun, mon pote. Et ça consiste en quoi, son show? Boxer, tout simplement. Mais boxer qui? Clarence prit le temps de s'allumer une cigarette avant de bien vouloir lui répondre. Des morts. Des quoi? Il tira une grosse bouffée sur sa cigarette et recracha la fumée vers le visage de Marvin. Je crois t'avoir déjà demandé de ne pas fumer ici. C'est une salle de sport au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué. Puis c'est quoi cette histoire de mort? Tu vas devoir affronter un cadavre. C'est tout bénef pour nous, car tu vas recevoir aucun coup de sa part. On va l'installer gentiment devant toi dans un joli cercueil et tu n'auras plus qu'à le défigurer avec tes poings. Ce sera un véritable jeu d'enfant. Le public va t'adorer. Abasourdi par cette nouvelle, Marvin restait sur la défensive. Mais t'es complètement taré? Tu crois vraiment que je vais accepter de participer à ce genre d'événement morbide? Et d'où ils viennent d'abord ces cadavres? Je n'en sais pas plus que ça. Enfin bref, je ne sais pas si c'est moi le cinglé, mon vieux, comme tu veux bien le prétendre. Mais dans tous les cas, j'ai ici sur moi 2500 billets. Ils sont là. Il lui tendit une enveloppe, avec la somme énoncée. Le gars paye la moitié d'avance en plus. Ce n'est pas beau, ça? Le jeune boxeur dégrafa ses gants pour venir les jeter au sol. Puis il se mit à recompter l'argent que contenait l'enveloppe. Et combien de temps ça va durer, tu penses? 1 heure tout au plus. Alors, champion, t'es partant? Je ne sais pas. Il est vrai que j'aurais bien besoin de ce fric en ce moment. Avec la naissance de mon fils, mes économies ne font que diminuer. Oh, et puis merde, d'accord, putain. Je suis ok, mais rien qu'une seule fois, t'entends? Aucun problème, mon pote. Rien qu'une seule fois. Je passe te prendre ce soir. Lui dit-il en venant lui pincer la joue comme un enfant, avant de venir embrasser ses propres doigts. C'est toi le meilleur, champion. Plus tard dans la soirée, Marvin et son manager s'étaient retrouvés devant un étrange cabaret, qui se situait aux abords d'un fleuve, sur une péniche plus précisément. À l'intérieur de l'établissement, des hommes vêtus de smoking et d'un certain âge étaient assis à des tables, en face d'une scène de théâtre. Cigare aux lèvres et grosse chevalière aux doigts, ils festoyaient tranquillement en attendant que le spectacle ne commence. Conduits jusque dans une cabine qui servait a priori de loge, Marvin et son accompagnateur prirent un moment pour se concerter. Bon, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu nous réduis en bouillie la tronche de ce macabé et ensuite on prend le fric et on rentre chez nous. Quoi il ressemble exactement ce mort? Bordel, je n'en ai pas la moindre idée. Je suis monté en même temps que toi sur ce foutu bateau. Je sais, merde. Mais je la sens pas cette affaire. Je la sens vraiment pas. Champion, pas de panique. Respire un bon coup et tout va très bien se passer, ok? Plus qu'angoissé, il écoutait ses conseils en inspirant de grosses bouffées d'air. Quand un homme vint à frapper à la porte de la loge, pour venir le chercher. Avant de bien vouloir le suivre sur les planches de la scène, il jeta un dernier regard de désespoir vers Clarence. Celui-ci, tout sourire aux lèvres,
lui fit à son tour un clin d'œil pour tenter de le rassurer. Puis, n'ayant plus vraiment le choix, il emboîta le pas derrière l'individu. On le fit monter ensuite sur les planches, où il put découvrir entreposé à l'horizontale un énorme sarcophage, avec à l'intérieur le fameux mort en question. Un homme d'une quarantaine d'années, mesurant plus de 2 mètres de haut, et pesant au bas mot un bon 150 kilos. On tira les rideaux rouges de la scène, et le public se mit à applaudir avec une certaine joie le début du match. Un individu habillé comme un arbitre de boxe fit alors irruption sur les planches. Il portait un masque de bourreau et s'en alla sonner le premier round. Marvin s'approcha du cadavre et commença à le molester timidement. Mais cela avait eu le don de déplaire au notable, qui lui avait ordonné de bien vouloir cogner plus fort. Voulant en finir au plus vite, il s'exécuta en venant le frapper plus violemment. D'un seul crochet du gauche, il était venu lui écraser la cloison nasale, laissant échapper un filet de sang noir de ses narines. Le public commençait à s'exciter, et lui priait de bien vouloir continuer. Galvanisé, Marvin balança alors une pluie de coups, jusqu'à venir défigurer petit à petit le visage de son adversaire. La tête du Maccabée ressemblait maintenant à un ballon de baudruche, où des plaies ouvertes, notamment au niveau de l'arcade sourcilière, firent leur apparition. Les dents vinrent également se déchausser de la mâchoire. D'ailleurs, quelques-unes d'entre elles furent projetées dans la salle, dont une qui était tombée dans le verre d'un client, ce qui fit rire aux éclats tous les spectateurs. Puis l'arbitre sonna la fin du premier round. En coulisses, Clarence félicitait son précieux poulain, en venant lui frictionner les épaules. Putain, c'est vraiment super ce que tu nous fais, champion. Ils sont comme des gosses. T'es sur le point de devenir leur nouvelle coqueluche. Combien de rounds dois-je tenir encore? Le nombre n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'ils en aillent pour leur argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu vas devoir transformer sa petite gueule en purée mousseline. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, ces vieux fous? Que je le tue une deuxième fois, c'est ça? Je viens de lui faire sauter la moitié de la mâchoire et sa tête a doublé de volume. Ce n'est pas encore assez. Tiens, prends ces morceaux de métal et dissimule-les au fond de tes gants. Tes coups seront plus puissants et ça t'aidera à lui arracher le visage. Il se saisit des plaques de fer et les enfila en même temps avec ses mains à l'intérieur de ses gants de combat. Clarence, pour sa part, lui balança une petite tape amicale sur la joue. Massacre-le et tout le monde sera content. Le jeune homme se mit à soupirer puis il acquiesça. De retour sur scène, après que l'arbitre ait sonné le deuxième round, il se mit immédiatement avec les morceaux de métal dissimulés dans ses gants à marteler le portrait du défunt. Agressif et précis, ses coups se portèrent uniquement sur l'arcade sourcilière, déjà bien entaillée. Et à force de l'avoir touché au même endroit, la peau et la chair de l'orbite frontale avaient fini par s'arracher. Sans interruption, il avait continué avec rage son entreprise, jusqu'à ce que l'œil gauche vienne à son tour se décoller du globe oculaire, et cela pour le plus grand plaisir du public. Il changea ensuite de partie en visant cette fois-ci avec ses poings la mâchoire du pauvre cadavre. Fracturée et disloquée à plusieurs niveaux, la mandibule se mit à pendouiller, retenue encore par de simples tissus de peau. Puis après un terrible crochet du droit, celle-ci fut séparée complètement de sa figure, pour atterrir telle une vulgaire pâtée pour chien sur le sol. S'ensuivit après cet exploit un tonnerre d'applaudissements. Le public était en transe. Emporté par ces encouragements, ils s'attaquèrent ensuite à l'os zygomatique des pommettes, en venant les briser chacune leur tour. Puis ce fut la partie du front, l'os frontal plus exactement, qui, sous l'impact des coups, avait éclaté comme une noix de coco. Le visage éclaboussé de sang et de bouts de cervelle qui provenaient du défunt, il avait recraché les quelques gouttes d'hémoglobine qu'il avait avalées par mégarde. C'est à ce moment précis d'ailleurs que le mystérieux arbitre avait réapparu sur le devant de la scène pour déclarer la fin de la représentation, en venant sonner le gong final. Après avoir constaté que le cadavre ressemblait à juste titre au personnage d'Elephant Man, qui se serait pris plusieurs balles de canon scié en pleine tête. Autrement dit, le visage du mort était méconnaissable. L'individu dissimulé sous son masque avait alors levé le bras du jeune boxeur, comme pour célébrer sa victoire. Et tous les autres s'étaient levés de leurs fauteuils respectifs pour venir l'acclamer avec la plus grande des ferveurs. De retour dans la loge, Clarence faisait des bonds de sauterelle, tellement il était satisfait du dénûment de la rencontre. Tandis que Marvin, lui, avait l'impression de planer sur une sorte de nuage. Un nuage gris qui se nommait la honte. Il jeta à terre ses gants rembourrés de métal à demi déchirés et maculés de sang, et se mit à examiner ses mains endolories.
Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Jamais je n'aurais cru faire une chose aussi malsaine de toute ma vie. Même dans mes pires cauchemars. Tu plaisantes, j'espère. T'as été formidable. Tiens, voilà le reste de tes gains. 2500 billets comme convenu. À la vue de son argent, le nuage de remords sur lequel il était posé commençait à se dissiper. Hé Marvin, au sujet du cadavre que tu viens de combattre, ne te tracasse pas pour ce genre de détails. De détails, tu dis ? Je viens de démolir la gueule d'un putain de macabé devant une bande de pervers sadiques qui ne sait plus quoi foutre de son fric, en assistant à des matchs de boxe entre morts et vivants ? Et toi, t'oses appeler ça du détail ? Relax, mec, relax. Tu viens de gagner en à peine 2 heures l'équivalent de 5 mois de salaire d'un misérable caissier de supermarché. Je me fous de l'argent. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir d'où pouvait venir ce gars, et pourquoi il n'était pas avec sa famille, ou enterré comme tout le monde. S'apercevant que sa poule aux œufs d'or était en train de lui filer entre les doigts, Clarence s'était saisi de son visage avec ses 2 mains. Écoute-moi bien, champion. Ce soir, tu as rempli ton rôle de guerrier. Tu as fait le boulot comme un pro, jusqu'au bout. Et maintenant, tu peux être fier et rentrer chez toi la tête haute avec ce fric, qui va t'aider à nourrir ta petite famille. Alors finis les remords et surtout plus de questions à ce sujet. Ça va te soulager d'un gros poids, fais-moi confiance. En plus, les gars qui nous embauchent, ils ont une nouvelle représentation à nous proposer. Marvin le fusilla du regard. Pas question, on s'était mis d'accord pour une seule rencontre. Tranquille, ne te mets pas dans un tel état. Et écoute-moi ça. Ils nous proposent cette fois-ci 10 000 billets. Ah ouais ? Et elle est où l'arnaque ? C'est exactement la même somme qu'ils nous ont donnée pour le combat de ce soir. Non, tu fais fausse route, mon pote. Là, on parle de 10 000 billets chacun. Les yeux du jeune homme reprirent un semblant de vie, et le doute s'immisça alors dans son esprit, en se faufilant par une petite porte sur laquelle il était écrit « Avarice ». Il se mit à imaginer le confort supplémentaire qu'il pourrait apporter à sa famille, en venant accepter la nouvelle offre de Clarence. Ceci dit, avait-il encore le cran et le courage de remonter une nouvelle fois sur le ring ? Devoir affronter un homme sans vie, sous le regard pesant et manichéen de spectateurs névrosés, ne lui plaisait absolument pas. En même temps, la somme proposée était vraiment des plus alléchantes, pour lui et sa petite condition de boxeur raté. Un tas de réflexions s'entrechoquèrent dans son cerveau, jusqu'à ce que Clarence ne vienne à le sortir de ses pensées, en venant claquer ses doigts devant ses yeux. Hé, Marvin, t'es toujours avec nous ? Alors ta réponse, champion. Faut que je les prévienne ce soir si on est d'accord, alors on l'est ou pas ? Attendait celui-ci, en essayant de dissimuler au mieux son impatience. Ouais, d'accord, t'as gagné. Je suis partant pour une dernière rencontre, mais c'est vraiment parce que j'ai besoin de fric que j'accepte. Sinon, je peux te dire que je t'aurais déjà renvoyé te faire foutre. Ah, là, je retrouve mon vrai champion. Tu vas voir, tu ne vas pas le regretter. On va s'en mettre plein les fouilles avec ce combat. Allez, tiens, enfile ce beau peignoir, je te ramène chez toi. Et voilà comment 2 jours plus tard, sous une nuit noire et ténébreuse, les 2 partenaires se retrouvèrent au beau milieu d'un bois des plus sinistres, devant les grilles d'un vieux portail rouillé, au seuil d'une demeure aux allures étranges et austères. Puisque, contrairement à la fois précédente, le lieu de la rencontre fut changé au dernier moment, détail qui n'avait pas manqué de venir perturber le jeune Marvin. Le manoir en question était orné de symboles païens et de sculptures en bois méphistophéliques, donnant l'impression au jeune garçon de pénétrer dans les coulisses d'un film d'horreur. Si bien que son imagination vint à lui jouer des tours. Et lorsque la foudre était venue pourfendre le ciel, il se mit à distinguer au loin vers le jardin certains arbres qui semblaient se métamorphoser, comme dans un mauvais rêve, en prenant l'apparence ne serait-ce qu'un instant d'affreuses silhouettes menaçantes. Ils suivirent 2 individus encapuchonnés et dérobés sous des cagoules à 2 trous, jusqu'à l'intérieur de la bâtisse, où ils empruntèrent un vieil escalier voûté sur lequel des rongeurs avaient élu domicile, pour être conduits aussitôt vers les sous-sols, ou plus précisément vers des cachots très inquiétants. Ils entrèrent dans une des nombreuses cellules qui de toute évidence était la loge qui leur était attribuée. Sombre était le lieu, car seule une bougie venait éclairer la pièce. Putain, c'est quoi cet endroit qui file les jetons ? Laissa échapper Marvin, qui n'avait plus la force de dissimuler ses inquiétudes. C'est l'endroit où nos rêves vont enfin se réaliser, mon ami. Répondit Clarence, qui semblait pour sa part détendu et pondéré, malgré leur présence dans cette demeure au caractère singulier. De nos rêves ? Je dirais plutôt celui de nos cauchemars. Je vais me changer et me préparer dans un cachot du Moyen-Âge qui schlingue la pisse et la mort. Arrête de te plaindre. Dans une petite heure, tu pourras te payer une chambre à 2000 billets avec autant de savon que tu veux.
Et une poule en prime dans ton lit. Alors vois les choses du bon côté, mon pote. Parle pour toi. Plus facile qu'à faire. Ce n'est pas toi qui dois monter sur le ring. L'échange entre les deux hommes cessa brusquement, alors qu'un individu en toute discrétion venait de les rejoindre. Il portait une toche blanche et son visage était couvert d'un masque victorien. Il pria le boxeur de bien vouloir finir de se préparer et de l'accompagner dans la salle où devait se dérouler l'événement. Allez champion, c'est ton heure de gloire. Pas vraiment disposé à recevoir les encouragements de son manager, Marvin déglutit en suivant d'un pas nonchalant ce mystérieux inconnu. Ils empruntèrent de nouveau l'escalier pour accéder à l'étage supérieur, où l'attendait un grand nombre de spectateurs, avec la présence cette fois-ci de quelques femmes qui s'étaient jointes aux autres invités. Plongés dans la pénombre, ils étaient tous réunis dans une grande pièce au plafond mansardé, assis à des tables où les bouteilles de vin et autres gourmandises coulaient à flot. Mais la réelle différence entre ces convives et ceux du match précédent, c'est qu'ils se trouvaient tous, pour la plupart, dépourvus de vêtements. La partie de leur corps qu'on ne pouvait distinguer était uniquement leur visage, disparu sous des masques blancs immaculés. Face à eux, devant la scène, sur l'une des colonnes en bois massif qui se trouvait dans cette salle, la dépouille d'une jeune femme entièrement nue était solidement ligotée. En s'en apercevant, Marvin eut le souhait de revenir sur ses pas, mais il se sentait pris au piège, de par son engagement avec ces gens dangereux, et surtout par la peur que cela provoquait chez lui, qui, seconde après seconde, ne faisait que l'engloutir. Soudain, son attention se porta sur un individu en particulier, qui se trouvait parmi les personnes installées dans le public. Une vieille femme hideuse, pensait-il, en vue de son apparence physique. Son corps était tout ridé et flasque à la fois. Elle était en train d'allaiter un petit singe qui, posé sur ses vieux genoux cagneux, tirait du bout des lèvres sur l'une de ses mamelles atrophiées. Consciente d'avoir provoqué chez le boxeur un sentiment de dégoût, elle se mit à rire aux éclats, tout en caressant la tête du petit mammifère. Il traversa la pièce comme s'il empruntait le hall du purgatoire, jusqu'à ce qu'on l'escorte enfin devant son adversaire. La pauvre défunte avait un visage angélique et une apparence plutôt agréable, mis à part la couleur bleue de son teint blafard et de ses paupières grandes ouvertes, que l'on pouvait observer même de loin, libérant chez elle malgré tout un joli regard aux couleurs turquoises. Les convives de la soirée avaient cessé leur conversation pour adopter une attitude beaucoup plus silencieuse. Puis apparut, comme la fois dernière, l'arbitre au masque de bourreau. Et arriva ce qu'il devait arriver. Le début de la rencontre se mit à sonner. Quelques minutes avaient défilé avant qu'il ne se décide à bien vouloir la défigurer, se trouvant paralysé par son regard qui le transcendait. Et ce fut les grognements ainsi que les avertissements des spectateurs qui l'avaient extirpé de sa torpeur. Il se mit donc à donner de petits coups inoffensifs, comme on aime en donner aux enfants lorsqu'on s'amuse avec eux, au déplaire des invités, qui commençaient à s'agacer sérieusement de son manque de motivation. N'ayant plus vraiment le choix et le courage de faire machine arrière, il envoya donc au visage de la défunte un puissant crochet du gauche, venant lui rompre la nuque. Le coup ballottant, la tête bascula sur le côté, pour venir se suspendre jusque sous son épaule. Cette vision lui fit penser à l'image d'une volaille de supermarché, celle que l'on croise avec la tête encore attachée au reste du corps. Plus que satisfait, les convives le félicitèrent pour ce joli coup, et alors qu'il pensait à se sortir au plus vite de ce cauchemar, il enchaîna rapidement le portrait de la jeune femme, en venant lui asséner de véritables coups de masse, avec ses gants toujours embourrés de métal. Il cogna si fortement que la caboche se mit à faire de gauche à droite des rotations à 180 degrés. Sous une telle sauvagerie, de sérieuses lésions s'étaient manifestées le long du cou de la Maccabée, et devinrent au fil du temps de vraies déchirures musculaires. Emporté par la folie qui le guettait, le boxeur continua de s'acharner sur le crâne de la malheureuse, qui se fissurait à chaque impact, laissant échapper à chaque fois un bruit de craquement qui résonnait dans toute la pièce. Puis, sous un ultime uppercut, alors qu'elle n'était retenue que par le larynx et des tendons de chair et de muscles, la tête avait fini par se détacher du tronc, venant terminer sa course aux pieds des invités. Des irruptions et de petites bulles de sang avaient jailli du cou de la défunte, spectacle qui fut fortement apprécié, car tout le monde se mit à l'applaudir avec vigueur et passion. Même le petit macaque, complètement hystérique, avait tambouriné comme un fou dans ses mains.
Certains hôtes, qui n'arrivaient plus à contenir leur pulsion, s'étaient levés de leur fauteuil pour venir, ma foi, sans la moindre pudeur, se masturber devant la femme sans tête, pendant que d'autres s'étaient précipités dans la flaque de sang, située au pied du cadavre pour s'y abreuver comme des vampires. Secoué émotionnellement, Marvin sentit ses jambes qui commençaient à vaciller, jusqu'à venir poser un genou à terre. Il venait de prendre conscience des terribles erreurs qu'il avait commises, et il se mit à vomir tout le contenu de son estomac. À partir de là, 2 individus à la carrure impressionnante l'empoignèrent de chaque côté pour le traîner de suite vers les sous-sols, dans la cellule qui lui avait servi de loge plus exactement, où il reprit peu à peu ses esprits, aux côtés de son manager qui venait de le rejoindre. Abattu et rongé par les remords, il ne souhaitait qu'une seule chose, foutre le camp de cet endroit. Il essuya les traces de sang qu'il avait sur le corps, puis il s'habilla en 4e vitesse. « Eh oh, qu'est-ce qui te prend là, tout d'un coup là? Y a pas le feu? Tiens, voilà ta part pour ce soir. » Marvin frappa la main de Clarence en voyant valser tous les billets. « J'en ai rien à foutre de ce fric. Je vais aller voir directement la police et je vais tout leur raconter. » « Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous fais un caprice de star? Tu veux t'en mettre un peu plus dans les poches, c'est ça? Eh bien, figure-toi que les gars nous proposent dans les jours à venir 20 000 billets chacun, pour exploser la tronche d'un gamin mort. Alors, qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Écoute, si tu ne t'arrêtes pas de parler, tu vas être la première personne vivante que je vais tuer de mes propres mains. Alors maintenant, laisse-moi sortir de cette putain de maison. Clarence gardait son sourire figé, tout en reculant de quelques pas. Puis, d'une manière fourbe et précipitée, il était venu fermer la grille de la cellule. « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ?» « Désolé, mon pote, mais avec eux, on ne refuse jamais une offre. À présent, je peux plus rien faire. Je dois malheureusement te laisser entre leurs mains. Et ne va pas croire que c'est une affaire personnelle. C'est juste du business, mec. Sale fils de pute, laisse-moi sortir! Clarence, laisse-moi sortir! » Ses appels furent en vain. Son soi-disant associé venait de prendre la poudre d'escampette. Terrifié, il se mit à secouer la grille de toutes ses forces, tout en priant qu'on le libère. Mais personne ne vint à son secours, si bien que plusieurs nuits s'étaient écoulées avant qu'on ne vienne à le surprendre dans son sommeil. Pour découvrir, penché au-dessus de sa tête, l'homme à la toche blanche ainsi que les 2 individus à la carrure dantesque, alors qu'il s'était assoupi sur le sol crasseux du cachot. Il voulut se redresser sur ses jambes, mais cette tentative fut en vain, car il avait les pieds et les mains liés. Épouvanté et furieux à la fois de s'être laissé piéger pendant ce laps de temps, il se mit à faire la seule chose que quiconque aurait fait dans une telle situation, c'est-à-dire de se mettre à hurler. Un court instant, certes, car le mystérieux personnage à la robe de sorcier venait de lui traverser la tempe avec une seringue, pour lui injecter directement dans le cerveau une forte dose d'une substance inconnue. Très vite, il put ressentir les effets néfastes du produit qui se dispersait dans son organisme, en observant ses membres s'engourdir peu à peu, jusqu'à ne plus sentir la moindre parcelle de son corps. Impuissant, il n'arrivait même plus à fermer les yeux. Il fut ensuite débarrassé de ses vêtements, puis on le déposa dans un petit chariot, servant autrefois au transport de charbon. Terrorisé, son cœur battait à la chamade. La preuve, pensait-il, qu'il était encore vivant. Ils empruntèrent les couloirs obscurs du sous-sol, en passant devant des pièces isolées, où des piles de cadavres découpés en quartiers attendaient leur destruction par le feu. L'homme qui en avait la tâche jetait ses restes humains dans un vieux four datant de la Seconde Guerre mondiale. Ils arrivèrent ensuite au pied de l'escalier qui menait à l'étage, devant un cercueil en bois où il fut aussitôt placé à l'intérieur. À partir de là, on l'avait transporté et déposé dans la salle où il avait déjà précédemment combattu. À cet endroit, un grand nombre de spectateurs étaient présents, et il put reconnaître parmi eux la vieille femme et son petit animal fétiche. Soudain, alors que le cercueil fut déposé à l'horizontale, un éclair de lucidité lui traversa l'esprit. Il était de toute évidence que les 2 personnes qu'il avait massacrées en amont étaient elles aussi encore vivantes, lorsqu'elles furent emmenées sur la scène. Voilà donc pourquoi ces vieux désaxés prenaient autant de plaisir à venir assister à ce genre de représentation. Ils aimaient voir ces visages se faire démolir, alors que ces pauvres victimes étaient quant à elles pleinement conscientes de leur mise à mort. De plus, en cachant la vérité au boxeur cupide qui va s'embarrasser de la sale besogne, venait sans aucun doute décupler leur plaisir malsain. Mais la véritable ironie dans toute cette histoire, c'est que cette situation faisait de lui, sous un point de vue différent, un meurtrier. Et cette conclusion horrible était venue lui glacer le sang.
Puis il découvrit avec effroi le visage de son bourreau. Oh non, Clarence, c'est pas possible. Pas toi, putain. Face à lui, son ex-partenaire qui se trouvait en tenue de boxeur était en train de s'étirer et de sautiller sur place. Prêt, cela va de soi, à l'envoyer vers une mort certaine. Clarence, putain, fais pas ça, mec. Je t'en supplie, je suis encore vivant, merde. Tout comme les précédents adversaires que j'ai boxés, je peux plus bouger. Ils m'ont drogué à mon insu. Bien évidemment, Clarence n'avait nullement entendu ces lamentations. Puis après que l'arbitre ait sonné le premier round, les premiers coups de poing commencèrent à pleuvoir sur son visage. Et mis à part la douleur insoutenable qu'il devait encaisser, et le son du claquement de ses os sous le choc des gants rembourrés de métal, il put discerner parmi les applaudissements des convives un rire bien particulier, qui résonnait maintenant dans toute la pièce, et qui semblait appartenir, de toute évidence, au petit singe.